La nuit était tombée sur Paris, enveloppant le Louvre d'un silence presque mystique. François Dubois, gardien de nuit depuis 2 décennies, arpentait les couloirs familiers du musée, sa lampe torche projetant des ombres dansantes sur les murs séculaires. À 55 ans, François connaissait chaque recoin, chaque craquement du parquet, chaque souffle d'air dans ce labyrinthe d'art et d'histoire. Pourtant, ce soir-là, quelque chose était différent. Alors qu'il s'approchait de la salle où trônait la Joconde, un frisson inexplicable parcourut son échine. François s'arrêta net, son cœur battant soudainement plus fort dans sa poitrine. Il tenta de se raisonner, « Allons, mon vieux, ce n'est qu'un tableau. Tu l'as vu des milliers de fois. » Mais lorsqu'il franchit le seuil de la pièce, son sang se glaça. Le sourire de Mona Lisa, ce sourire énigmatique qui avait captivé des millions de visiteurs, semblait différent. Plus prononcé, presque narquois. François cligna des yeux, persuadé que la fatigue lui jouait des tours. « C'est impossible, murmura-t-il, s'approchant du tableau avec une curiosité mêlée d'appréhension. À mesure qu'il avançait, les détails du changement devenaient plus évidents. Les yeux, autrefois doux et mystérieux, brillaient maintenant d'une lueur malveillante. Le sourire s'était transformé en un rictus cruel, presque moqueur. François sentit la panique monter en lui, sa respiration devenant laborieuse. « Mon Dieu » souffla-t-il, reculant précipitamment. Sa lampe torche vacilla, projetant des ombres inquiétantes sur le visage transformé de la Joconde. Soudain, une voix glaciale résonna dans la salle, semblant émaner du tableau lui-même, François Dubois. « Enfin, nous nous rencontrons. » Le gardien se figea, son cœur battant la chamade. La voix était féminine, douce et pourtant chargée d'une menace à peine voilée. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il, ses yeux scrutant frénétiquement la pièce à la recherche de la source de cette voix. Un rire sinistre emplit la salle, rebondissant sur les murs comme un écho infernal. « Je suis celle que vous avez admirée pendant toutes ces années, François. Celle dont vous avez étudié chaque détail, chaque nuance. Je suis la malédiction que vous avez réveillée par votre curiosité insatiable. » François sentit ses jambes faiblir. Il voulait fuir, mais son corps refusait de lui obéir. « C'est impossible, répéta-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Oh, mais c'est bien réel, mon cher François, répondit la voix, désormais teintée d'une excitation malsaine. Et maintenant, vous allez payer le prix de votre fascination. » Le gardien tenta de s'enfuir, mais ses mouvements étaient lents, comme s'il se débattait dans de la mélasse. Il sentit une force invisible le tirer vers le tableau, ses pieds glissant sur le sol poli du musée. « Non. Au secours » cria-t-il, sa voix se perdant dans l'immensité du musée endormi. La dernière chose que François vit fut le sourire triomphant de Mona Lisa, ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle. Puis, tout devint noir. Le lendemain matin, le Louvre s'éveilla dans une agitation inhabituelle. Les premiers employés arrivés sur les lieux découvrirent avec horreur que François Dubois avait disparu sans laisser de traces. Les caméras de sécurité ne montraient rien d'anormal, si ce n'est le gardien entrant dans la salle de la Joconde et n'en ressortant jamais. Quant à la Joconde elle-même, elle trônait à sa place habituelle, son sourire énigmatique intact, ne laissant rien transparaître des événements de la nuit. Seul un observateur particulièrement attentif aurait pu remarquer une lueur inhabituelle dans ses yeux, comme si elle gardait un secret que personne ne pourrait jamais percer. L'enquête qui suivit ne donna aucun résultat. François Dubois s'était volatilisé, comme aspiré par le néant, laissant derrière lui un mystère qui allait bientôt prendre une ampleur insoupçonnée, dépassant largement les murs du Louvre pour s'étendre jusqu'à une vieille demeure abandonnée de Bordeaux, où une jeune femme allait bientôt se retrouver malgré elle au cœur d'une malédiction séculaire. Le soleil de juin dardait ses rayons sur les rues pavées de Bordeaux, faisant miroiter les eaux de la Garonne d'un éclat presque aveuglant. Élodie Mercier, 28 ans, s'arrêta devant le portail rouillé d'une imposante demeure à la périphérie de la ville. Ses yeux verts scrutaient la façade délabrée avec un mélange de curiosité et d'appréhension, une mèche de ses cheveux auburn s'échappant de son chignon pour danser dans la brise légère. Dans sa main, une lettre froissée à force d'être relue, l'annonce d'un héritage inattendu d'un grand-oncle dont elle ignorait l'existence jusqu'à la semaine précédente. Élodie prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements de son cœur. « C'est donc ici » murmura-t-elle, poussant le portail qui grinça sinistrement, comme pour protester contre cette intrusion. Alors qu'elle s'avançait dans l'allée envahie par les mauvaises herbes, Élodie ne put s'empêcher de frissonner malgré la chaleur. La maison semblait l'observer, ses fenêtres aveugles comme autant d'yeux scrutateurs. Soudain, un mouvement à une fenêtre du premier étage attira son attention. Une silhouette semblait l'observer,
mais disparut aussitôt qu'Élodie cligna des yeux. Elle secoua la tête, chassant cette impression. « Tu deviens paranoïaque, ma fille » se morigéna-t-elle à voix haute, comme pour briser le silence oppressant qui régnait autour de la propriété. Arrivée devant la porte d'entrée, Élodie hésita un instant avant de tourner la poignée. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit sans résistance, révélant un intérieur plongé dans la pénombre. L'odeur de renfermé et de poussière la frappa immédiatement, lui arrachant une quinte de toux. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle, sa voix résonnant étrangement dans le hall d'entrée. Seul le silence lui répondit. Élodie avança prudemment, ses pas faisant craquer le parquet ancien. Des toiles d'araignée pendaient du plafond, et les meubles étaient recouverts de draps jaunis par le temps. La lumière filtrant à travers les persiennes closes créait une atmosphère irréelle, comme si le temps s'était arrêté dans cette demeure oubliée. Dans le salon, un grand portrait attira immédiatement son regard. Il représentait une femme d'une beauté saisissante, au sourire énigmatique étrangement familier. Élodie s'approcha, fascinée. « Mais c'est... » commença-t-elle, stupéfaite. La Joconde termina une voix derrière elle. Élodie se retourna brusquement, son cœur manquant un battement. Un vieil homme se tenait là, l'air bienveillant, ses yeux bleus délavaient la regardant avec une curiosité non dissimulée. « Je suis Armand, le gardien de cette maison » se présenta-t-il d'une voix douce. « Je vous attendais, mademoiselle Mercier. » Élodie, encore sous le choc de cette apparition soudaine, mit quelques secondes à retrouver sa voix. « Comment saviez-vous que je venais ?» Armand eut un sourire énigmatique. « Les nouvelles vont vite, même dans une vieille maison comme celle-ci. Votre grand-oncle m'avait prévenu de votre éventuelle visite. » Élodie se tourna à nouveau vers le portrait, incapable de détacher son regard du visage si familier. « Que fait une copie de la Joconde ici » demanda-t-elle, intriguée. Le sourire d'Armand s'effaça, remplacé par une expression grave. « Ce n'est pas une copie, mademoiselle. C'est l'original. » Élodie le regarda avec incrédulité. « C'est impossible. L'original est au Louvre, tout le monde le sait. » Armand secoua doucement la tête. « Ce que tout le monde croit savoir et ce qui est réellement vrai sont souvent deux choses bien différentes, mademoiselle Mercier. Votre grand-oncle, Antoine, était un homme particulier. Il avait découvert des secrets que beaucoup préféreraient voir rester enfouis. » Il s'approcha du portrait, ses yeux reflétant un mélange de respect et de crainte. Ce tableau cache bien plus qu'un simple sourire énigmatique. Il porte en lui une malédiction vieille de plusieurs siècles. Élodie sentit un frisson la parcourir, malgré la chaleur de cette journée d'été. Elle ne savait pas encore dans quelle histoire elle venait de mettre les pieds, mais elle pressentait que sa vie ne serait plus jamais la même. Une malédiction, répéta-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Que voulez-vous dire ? Armand la regarda longuement, comme s'il évaluait si elle était prête à entendre la vérité. Finalement, il soupira. « Venez avec moi, mademoiselle. Il y a des choses que vous devez voir, des vérités que vous devez connaître. Mais je dois vous avertir, une fois que vous saurez, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Élodie hésita un instant, jetant un dernier regard au portrait de la Joconde. Le sourire énigmatique semblait la narguer, comme s'il la mettait au défi de découvrir ses secrets. Prenant une profonde inspiration, elle se tourna vers Armand. « Je veux savoir, » dit-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. « Montrez-moi tout. » Armand hocha gravement la tête. « Très bien. Suivez-moi. » Alors qu'il quittait le salon, Élodie ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil au portrait. Pour un bref instant, elle crut voir les yeux de la Joconde bouger, la suivant du regard. Mais c'était sûrement un effet de son imagination. N'est-ce pas ? Ce qu'Élodie ignorait encore, c'est qu'en franchissant le seuil de cette vieille demeure, elle venait de s'engager dans une aventure qui allait non seulement révéler les secrets de son héritage familial, mais aussi la confronter à des forces bien au-delà de sa compréhension. Des forces qui, depuis des siècles, attendaient patiemment dans l'ombre, prêtes à se réveiller. La bibliothèque de la vieille demeure était plongée dans une semi-obscurité, uniquement éclairée par la lueur vacillante de quelques bougies. L'odeur de vieux livres et de cire fondu créait une atmosphère presque mystique. Élodie et Armand étaient penchés sur un ancien grimoire posé sur un bureau en bois massif, leurs ombres dansant sur les murs tapissés de livres. « Votre grand-oncle, Antoine Mercier, était un homme particulier, » commença Armand, tournant délicatement les pages jaunies du livre. Ses doigts noueux caressaient presque révérencieusement le papier fragile.
Il était obsédé par l'idée que la Joconde cachait un secret bien plus sombre que son simple sourire énigmatique. Élodie écoutait, fascinée et horrifiée à la fois. Les révélations d'Armand semblaient sorties d'un roman fantastique, et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'y croire. Mais comment a-t-il obtenu l'original? Et pourquoi personne ne s'en est rendu compte, demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Armand soupira, son visage ridé reflétant une profonde lassitude. C'est là que l'histoire devient compliquée. Antoine a découvert que le tableau au Louvre n'était qu'une copie, créée par Léonard de Vinci lui-même pour protéger l'original et son terrible secret. Soudain, un bruit sourd résonna dans la maison, faisant sursauter Élodie. Les bougies vacillèrent, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Qu'est-ce que c'était, chuchota-t-elle, son cœur battant la chamade. La maison nous écoute, répondit Armand, l'air grave. Ses yeux balayèrent la pièce, comme s'il s'attendait à voir surgir quelque chose des ombres. Et elle n'aime pas que ses secrets soient révélés. Il se pencha vers Élodie, baissant encore la voix. La vérité, mademoiselle, c'est que Mona Lisa n'était pas qu'un modèle. C'était une sorcière puissante, qui a maudit son propre portrait pour y emprisonner son âme et obtenir l'immortalité. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent d'incrédulité. Mais alors, le tableau est vivant, termina Armand. Et il cherche un nouvel hôte pour se libérer de sa prison de toile et de pigments. Au même moment, un cri déchirant retentit dans la maison, semblant provenir du salon où était exposé le portrait. Élodie sentit son sang se glacer dans ses veines. Mon Dieu, souffla-t-elle. Qu'est-ce que c'était? Armand se leva brusquement, son visage soudain empreint d'une urgence palpable. Nous n'avons plus beaucoup de temps. La malédiction, elle se renforce. Élodie se leva d'un bond, l'adrénaline parcourant son corps. Il faut faire quelque chose. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la bibliothèque, Armand la retint par le bras. Son visage s'était transformé, une expression de triomphe maléfique remplaçant son air bienveillant. Oh, mais nous allons faire quelque chose, ma chère, dit-il d'une voix qui n'était plus la sienne. Nous allons libérer Mona Lisa, et vous serez son nouveau vaisseau. Élodie tenta de se dégager, mais la poigne d'Armand était étonnamment forte pour un homme de son âge. Lâchez-moi, cria-t-elle, la panique montant en elle comme une vague. Vous ne comprenez pas encore, n'est-ce pas, ricana Armand. Tout ceci était prévu. Votre venue ici, les révélations. Tout faisait partie du plan. Élodie sentit ses jambes faiblir. Elle réalisa avec horreur qu'elle était tombée dans un piège savamment orchestré. La malédiction était bien réelle, et elle était au cœur de quelque chose qui la dépassait totalement. Pourquoi moi, demanda-t-elle, sa voix tremblante. Armand la tira vers la porte, son sourire s'élargissant de manière surnaturelle. Parce que vous êtes spéciale, Élodie. Vous avez le sang de ceux qui ont protégé le secret pendant des siècles. Et maintenant, vous allez accomplir votre destin. Alors qu'il traversait le couloir en direction du salon, Élodie sentit une présence oppressante l'envelopper. L'air semblait s'épaissir, chargé d'une énergie maléfique. Les murs eux-mêmes semblaient vibrer d'une anticipation malsaine. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, Élodie vit avec horreur que le portrait de la Joconde avait changé. Le sourire énigmatique s'était transformé en un rictus triomphant, et les yeux semblaient la suivre, brillant d'une lueur surnaturelle. « Bienvenue, ma chère » résonna une voix féminine qui semblait venir du tableau lui-même. « J'ai attendu si longtemps ce moment. » Élodie sentit ses forces l'abandonner. Alors que l'obscurité envahissait sa vision, sa dernière pensée fut pour l'ironie cruelle de la situation. Elle était venue chercher des réponses sur son héritage, et elle allait devenir l'hôte d'une entité maléfique vieille de plusieurs siècles. Le chapitre se termine sur cette note de suspense, laissant le lecteur haletant et impatient de découvrir le sort d'Élodie. La malédiction de Mona Lisa prenait vie, et le monde tel qu'Élodie le connaissait était sur le point de basculer dans un cauchemar dont elle ne soupçonnait pas encore l'ampleur. Le commissariat central de Paris bourdonnait d'activité en ce début de matinée. Dans un bureau encombré au fond du couloir, l'inspecteur Lucas Moreau, 35 ans, fixait intensément un tableau rempli de photos et de notes. Ses yeux sombres, cernés par le manque de sommeil, reflétaient une détermination inébranlable. Le cas de la disparition mystérieuse de François Dubois, le gardien du Louvre, le hantait depuis des semaines. Quelque chose dans cette affaire ne collait pas, et Lucas sentait qu'il était sur le point de mettre le doigt sur un élément crucial. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, faisant sursauter Lucas. Le commissaire Renard, un homme corpulent à la moustache grisonnante, entra d'un pas lourd. « Alors,
Moreau, du nouveau sur la disparition du gardien du Louvre, demanda-t-il sans préambule, son regard scrutant le tableau d'enquête. Lucas secoua la tête, passant une main dans ses cheveux en bataille. Rien de concret, chef. Mais j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Il se leva, pointant du doigt une série de photos épinglées sur le tableau. Ces derniers mois, il y a eu une série de disparitions inexpliquées. À première vue, elles semblaient sans rapport, mais j'ai creusé. Renard fronça les sourcils, s'approchant pour mieux voir. Et toutes les victimes avaient un lien, même ténu, avec le monde de l'art, expliqua Lucas, son excitation à peine contenue. Un restaurateur de tableaux à Lyon, une étudiante en histoire de l'art à Marseille, un collectionneur privé à Bordeaux. Tu penses qu'il y a un lien avec la disparition de Dubois, demanda Renard, sceptique. Je ne sais pas encore, admit Lucas. Mais mon instinct me dit que oui. Et il y a autre chose. Il sortit un dossier de son bureau, l'ouvrant pour en extraire une photo. J'ai fait des recherches sur la famille de François Dubois. Il avait une nièce, Élodie Mercier. Elle vient d'hériter d'une propriété à Bordeaux et s'y est rendue il y a quelques jours. Depuis, plus de nouvelles. Le commissaire Renard siffla entre ses dents. Ça fait beaucoup de coïncidences, Moreau. Exactement, acquiesça Lucas, son regard brillant d'une lueur déterminée. Je pense qu'il est temps d'aller faire un tour à Bordeaux. Alors que Lucas rassemblait ses affaires pour partir, son téléphone sonna. Il décrocha rapidement, reconnaissant le numéro d'un de ses informateurs au Louvre. Inspecteur Moreau? La voix à l'autre bout du fil était tendue, presque paniquée. Il faut que vous veniez tout de suite. C'est à propos de la Joconde, quelque chose ne va pas. Lucas sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone, répondit l'informateur, sa voix tremblant légèrement. Vous devez voir par vous-même. Lucas raccrocha, le cœur battant. Il ne le savait pas encore, mais il venait de mettre le doigt sur une affaire qui allait bouleverser sa vision du monde. Changement de plan, lança-t-il à Renard, qui le regardait avec curiosité. Je dois retourner au Louvre. Je pars pour Bordeaux demain à la première heure. Alors qu'il quittait le commissariat, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser que tous ces événements étaient liés d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Les disparitions, l'héritage mystérieux, et maintenant cette histoire avec la Joconde. Tout semblait converger vers quelque chose de bien plus grand et plus sombre qu'une simple affaire de disparition. Le trajet jusqu'au Louvre lui parut interminable. Les rues de Paris défilaient devant ses yeux sans qu'il y prête vraiment attention, son esprit tournant et retournant les éléments de l'enquête. Lorsqu'il arriva enfin devant le musée, il fut accueilli par son informateur, un jeune conservateur au visage pâle et aux mains tremblantes. « Par ici, inspecteur, murmura-t-il, guidant Lucas à travers les couloirs familiers du musée. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle où était exposée la Joconde, Lucas sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension presque palpable. Et puis il la vit. La Joconde, ce tableau qu'il avait vu des dizaines de fois, semblait différente. Le sourire énigmatique paraissait plus prononcé, presque moqueur. Et les yeux. Lucas aurait juré qu'il le suivait alors qu'il s'approchait. Vous voyez, chuchota le conservateur. Ce n'est pas normal. Ce matin, quand nous avons ouvert, c'était comme ça. Personne n'a touché au tableau, je vous le jure. Lucas scrutait le portrait, son esprit rationnel luttant contre ce que ses yeux lui montraient. C'était impossible, et pourtant. A-t-on vérifié les caméras de sécurité, demanda-t-il, s'efforçant de garder une voix calme. Le conservateur hocha la tête. Rien. Aucune activité suspecte pendant la nuit. C'est comme si le tableau avait changé de lui-même. Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Il repensa aux disparitions, à Élodie Mercier, à cette propriété à Bordeaux. Quelque chose se tramait, quelque chose qui dépassait largement le cadre d'une simple enquête policière. Je veux une copie de toutes les vidéos de surveillance des dernières 48 heures, ordonna-t-il. Et personne ne doit entrer dans cette salle jusqu'à nouvel ordre. Alors qu'il quittait le Louvre, Lucas savait que sa vie venait de prendre un tournant décisif. L'enquête qu'il s'apprêtait à mener allait le plonger dans un monde où la réalité et le fantastique se mêlaient de manière troublante. Un monde où les secrets du passé ressurgissaient pour hanter le présent. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa secrétaire confirmait sa réservation pour Bordeaux le lendemain matin. Lucas jeta un dernier regard au Louvre,
sa silhouette imposante se découpant dans le ciel parisien. Il ne le savait pas encore, mais ce voyage à Bordeaux allait le confronter à des forces bien au-delà de sa compréhension, et mettre à l'épreuve tout ce en quoi il croyait. La chasse était lancée, et Lucas Moreau était déterminé à percer le mystère de la Joconde, quoi qu'il lui en coûte. Le soleil de Bordeaux dardait ses rayons sur les rues pavées du centre-ville, faisant miroiter les eaux de la Garonne d'un éclat presque aveuglant. Lucas Moreau, au volant de sa voiture de location, scrutait chaque panneau avec une attention soutenue. À côté de lui, sur le tableau de bord, une photo d'Élodie Mercier le narguait, comme un rappel constant de l'urgence de sa mission. Les révélations au Louvre l'avaient profondément ébranlé. L'image de la Joconde au sourire transformé hantait ses pensées, défiant toute explication rationnelle. Lucas secoua la tête, s'efforçant de se concentrer sur la tâche à accomplir. Retrouver Élodie Mercier était sa priorité, même si son instinct lui soufflait qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux. Après une heure de recherche dans les faubourgs de Bordeaux, Lucas arriva enfin devant la vieille demeure mentionnée dans le dossier d'héritage d'Élodie. L'atmosphère lugubre qui s'en dégageait le fit frissonner malgré la chaleur de cette journée d'été. « Allez, ressaisis-toi » se morigéna-t-il à voix basse, serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il s'approcha du portail, remarquant immédiatement les traces de pas récentes dans l'allée envahie par les mauvaises herbes. Quelqu'un était venu ici, et pas plus tard qu'aujourd'hui. Son cœur s'accéléra à cette constatation. Soudain, un mouvement à une fenêtre du premier étage attira son attention. Une silhouette féminine l'observait, avant de disparaître rapidement derrière un rideau en lambeaux. Lucas sentit l'adrénaline monter en lui. « Élodie » appela-t-il, poussant le portail qui grinça sinistrement. Pas de réponse. Le silence qui régnait sur la propriété était oppressant, uniquement troublé par le chant lointain des oiseaux et le bruissement des feuilles dans la brise légère. Lucas s'avança vers la porte d'entrée, la main posée sur son arme de service. Ses années d'expérience lui criaient que quelque chose n'allait pas, que chaque fibre de cet endroit exsudait le danger. Alors qu'il allait frapper, la porte s'ouvrit d'elle-même dans un grincement sinistre, comme si la maison l'invitait à entrer. Lucas hésita un instant, puis franchit le seuil, tous ses sens en alerte. À l'intérieur, la maison était plongée dans la pénombre. Une odeur de renfermé et de pourriture flottait dans l'air, faisant froncer le nez à l'inspecteur. Il alluma sa lampe torche, balayant le hall d'entrée. Des toiles d'araignée pendaient du plafond, et une épaisse couche de poussière recouvrait les meubles anciens. Des bruits de pas à l'étage le firent sursauter. Lucas pointa sa lampe vers l'escalier, le cœur battant. « Police » cria-t-il. « Montrez-vous » Un rire cristallin résonna dans la maison, semblant venir de partout et nulle part à la fois. Ce n'était pas le rire d'Élodie. Lucas pointa sa lampe vers l'escalier, le cœur battant. « Police » cria-t-il. « Montrez-vous » Un rire cristallin résonna dans la maison, semblant venir de partout et nulle part à la fois. Ce n'était pas le rire d'Élodie, Lucas en était certain. Il y avait quelque chose de surnaturel dans ce son, quelque chose qui fit dresser les cheveux sur sa nuque. « Bienvenue, inspecteur Moreau » dit une voix féminine, douce et mélodieuse, mais chargée d'une menace à peine voilée. « Nous vous attendions. » Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Comment cette voix connaissait-elle son nom? Et qui était ce nous? Il resserra sa prise sur son arme, scrutant l'obscurité autour de lui. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, s'efforçant de garder une voix ferme. « Où est Élodie Mercier » Un nouveau rire lui répondit, plus proche cette fois. « Tant de questions, inspecteur. Mais êtes-vous vraiment prêt pour les réponses » Lucas monta lentement les escaliers, tous ses sens en alerte. Au premier étage, une porte entr'ouverte laissait filtrer une faible lueur. Il s'en approcha prudemment, le cœur battant si fort qu'il avait l'impression que le son résonnait dans toute la maison. « Mademoiselle Mercier » tenta-t-il en poussant doucement la porte. La scène qui s'offrit à ses yeux le figea sur place. Élodie Mercier était là, assise devant un chevalet, peignant frénétiquement. Mais ce n'était pas le plus choquant. Sur le mur en face d'elle, un tableau immense trônait, représentant la Joconde. Sauf que ce n'était pas le sourire énigmatique habituel qui ornait le visage de Mona Lisa. C'était un rictus cruel, presque démoniaque, et les yeux semblaient vivants, fixés sur Lucas avec une intensité troublante. Élodie se retourna lentement. Son visage était pâle, presque translucide, et ses yeux vitreux ne semblaient pas vraiment le voir. Quand elle parla, sa voix semblait venir d'ailleurs, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers elle. L'inspecteur Moreau, enfin.
vous êtes le dernier invité que nous attendions pour notre petite réunion. Lucas recula d'un pas, troublé. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas Élodie qui parlait, il en était certain. Son instinct lui criait de fuir, mais il ne pouvait pas abandonner la jeune femme. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la main sur son arme. « Qu'avez-vous fait à mademoiselle Mercier ?» Le sourire d'Élodie s'élargit de manière surnaturelle, rappelant étrangement celui du tableau derrière elle. « Je suis celle que vous cherchez depuis le début, inspecteur. Je suis la Joconde. Et vous, vous êtes sur le point de faire partie de mon chef-d'œuvre. » Avant que Lucas ne puisse réagir, une force invisible le projeta contre le mur. Son arme lui échappa des mains, glissant hors de portée. Il tenta de se relever, mais son corps ne lui obéissait plus. Une douleur lancinante lui traversa le crâne, et des images commencèrent à défiler devant ses yeux, des scènes de la Renaissance, Léonard de Vinci peignant le portrait d'une femme au sourire énigmatique, des rituels obscurs dans des caves sombres. Que m'arrive-t-il, halta Lucas, luttant contre la force qui l'immobilisait. Élodie, ou plutôt la créature qui avait pris possession d'elle, s'approcha de lui d'une démarche gracieuse, presque féline. « Je vous montre la vérité, inspecteur. L'histoire que le monde a oubliée, les secrets que j'ai gardés pendant des siècles. » Elle se pencha vers lui, son visage à quelques centimètres du sien. Ses yeux n'avaient plus rien d'humain, reflétant une sagesse ancienne et une cruauté sans borne. « Vous êtes venu chercher des réponses, n'est-ce pas? Eh bien, les voici. Mais attention, la connaissance a un prix. Et vous, Lucas Moreau, vous allez le payer. » La dernière chose que Lucas vit avant de perdre connaissance fut le sourire triomphant d'Élodie, ou était-ce celui de Mona Lisa? Les deux semblaient se confondre dans un tourbillon de couleurs et de sensations. Alors que l'obscurité l'enveloppait, Lucas réalisa avec horreur qu'il était tombé dans un piège bien plus ancien et plus dangereux que tout ce qu'il aurait pu imaginer. La traque avait pris fin, mais le véritable cauchemar ne faisait que commencer. L'obscurité était totale, oppressante. Lucas Moreau reprit lentement conscience, son esprit luttant pour émerger des brumes d'un sommeil forcé. La première sensation qui lui parvint fut celle de cordes mordant dans la chair de ses poignets. Il était ligoté, assis sur une chaise inconfortable, dans ce qui semblait être une cave humide et sombre. L'odeur âcre de peinture fraîche emplit ses narines, mêlée à celle, plus ancienne, de poussière et de moisissure. Lucas cligna des yeux, tentant de s'habituer à la pénombre. Peu à peu, les contours de la pièce se dessinèrent devant lui. Il était dans une sorte d'atelier improvisé, entouré de toiles vierges et de pots de peinture. La première chose que Lucas remarqua en ouvrant complètement les yeux fut le chevalet dressé devant lui. Une toile vierge y était installée, attendant apparemment son premier coup de pinceau. Cette vision, dans le contexte de sa captivité, lui glaça le sang. « Ah, notre invité d'honneur est réveillé » dit une voix qu'il reconnut comme celle d'Élodie, ou plutôt, de la créature qui avait pris possession d'elle. Élodie émergea de l'ombre, un sourire inquiétant sur les lèvres. Sa démarche était gracieuse, presque surnaturelle, comme si elle flottait plutôt que de marcher. À ses côtés se tenait un vieil homme que Lucas n'avait jamais vu auparavant. « Je vous présente Armand, » dit Élodie, sa voix mielleuse contrastant avec la froideur de son regard. « Mon fidèle serviteur depuis, oh, tellement longtemps. » Lucas tira sur ses liens, en vain. La panique commençait à monter en lui, mais il s'efforça de garder une voix calme. « Que voulez-vous » Le rire d'Élodie résonna dans la cave, un son qui n'avait rien d'humain. « Ce que je veux, inspecteur ? La liberté, bien sûr. Et vous allez m'aider à l'obtenir. » Elle s'approcha du chevalet, caressant la toile vierge d'un geste presque tendre. « Voyez-vous, chaque âme que je capture renforce mon pouvoir. Et avec votre âme, inspecteur, j'aurai enfin assez de force pour me libérer complètement de ma prison de toile et de pigments. » Lucas sentit la panique monter en lui, menaçant de submerger sa raison. « Vous êtes folle » s'écria-t-il, tirant de nouveau sur ses liens. « Non, inspecteur, » répondit calmement Élodie. « Je suis une artiste. Et vous allez être ma plus belle œuvre. » Elle fit un geste de la main, et Armand s'approcha, portant un plateau chargé de pinceaux et de pots de peinture aux couleurs vives. Lucas observa avec horreur que ces peintures semblaient bouger d'elles-mêmes, comme si elles étaient vivantes. Soudain, un bruit sourd résonna à l'étage, suivi de cris. Élodie et Armand échangèrent un regard inquiet. « Va voir ce que c'est » ordonna Élodie à Armand. Alors que le vieil homme montait les escaliers, Lucas sentit un espoir renaître. Quelqu'un était venu à son secours. Mais qui ?
Élodie se tourna vers lui, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. Peu importe qui est là-haut, inspecteur. Rien ne m'empêchera d'achever mon œuvre. Préparez-vous à faire partie de l'éternité. Elle leva un pinceau, qui semblait luire d'une lumière propre. Lucas ferma les yeux, priant pour un miracle. Il ne savait pas encore que le véritable combat pour son âme ne faisait que commencer. Les bruits de lutte à l'étage s'intensifièrent. Des pas précipités résonnèrent dans l'escalier. Élodie, son visage déformé par la colère, se tourna vers la porte de la cave. « Armand » cria-t-elle. « Que se passe-t-il » Mais ce ne fut pas Armand qui franchit la porte. Une femme d'une cinquantaine d'années fit irruption dans la pièce, brandissant ce qui ressemblait à un vieux grimoire. Ses yeux, d'un vert intense, brillaient de détermination. « C'est fini, Lisa » déclara la nouvelle venue d'une voix forte. « Tu ne feras plus de mal à personne. » Élodie, ou plutôt l'entité qui la possédait, laissa échapper un rire cruel. « Isabelle Mercier. J'aurais dû me douter que tu viendrais gâcher ma fête. » Lucas, toujours ligoté, observait la scène avec un mélange de confusion et d'espoir. « Qui êtes-vous » demanda-t-il à la femme. Sans quitter Élodie des yeux, Isabelle répondit « Je suis Isabelle Mercier, la mère d'Élodie et la descendante de la famille qui a juré de garder Mona Lisa enfermée dans son tableau. » Élodie Mona Lisa éclata d'un rire sinistre. « Tu arrives trop tard, Isabelle. J'ai presque réuni assez de pouvoir pour me libérer définitivement. »« Pas si j'ai mon mot à dire, » rétorqua Isabelle. Elle ouvrit le grimoire et commença à réciter une incantation en latin. La pièce se mit à trembler. Des objets volaient dans tous les sens, et une lumière aveuglante émana du corps d'Élodie. Lucas sentit ses liens se desserrer sous l'effet des vibrations. « Non » hurla la voix de Mona Lisa, déformée par la rage et la douleur. « Je ne retournerai pas dans cette prison. » Profitant de la confusion, Lucas réussit à se libérer. Il se précipita vers Isabelle, déterminé à l'aider dans son combat contre cette entité maléfique. « Que puis-je faire » cria-t-il pour couvrir le vacarme. Isabelle lui tendit un médaillon ancien. « Mettez ça autour du cou d'Élodie. C'est le seul moyen de séparer son âme de celle de Mona Lisa. » Lucas n'hésita pas. Malgré la tempête surnaturelle qui faisait rage dans la cave, il se jeta sur Élodie, esquivant ses attaques frénétiques. Dans un effort surhumain, il réussit à lui passer le médaillon autour du cou. Un cri déchirant emplit la pièce, si puissant que Lucas crut que ses tympans allaient éclater. Une forme spectrale s'arracha du corps d'Élodie, tourbillonnant furieusement avant d'être aspirée vers le tableau de la Joconde qui était apparu mystérieusement sur le mur. Le silence retomba brusquement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Élodie s'effondra dans les bras de Lucas, inconsciente mais vivante. Isabelle s'approcha, épuisée mais soulagée. « C'est fini » murmura-t-elle. Pour l'instant. Lucas regarda le tableau de la Joconde, où le fameux sourire énigmatique semblait plus mystérieux que jamais. Il savait que cette nuit avait changé sa vie à jamais, et que les secrets du monde étaient bien plus profonds et sombres qu'il ne l'avait jamais imaginé. Alors qu'il tenait Élodie dans ses bras, sentant son souffle régulier contre sa poitrine, Lucas réalisa que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Car si Mona Lisa avait été vaincue aujourd'hui, qui savait quels autres secrets et dangers attendaient dans l'ombre, prêts à menacer à nouveau l'équilibre fragile entre notre monde et celui de l'inexplicable? La cave de la vieille demeure bordelaise, transformée en atelier macabre, vibrait d'une énergie surnaturelle. L'air était chargé d'électricité statique, faisant dresser les cheveux sur la nuque de Lucas Moreau. Des cris et des bruits de lutte résonnaient à l'étage supérieur, créant une cacophonie infernale qui contrastait avec le calme glacial d'Élodie, ou plutôt de l'entité qui avait pris possession de son corps. « Il est temps, inspecteur » déclara Élodie d'une voix qui n'était plus la sienne. Ses yeux, d'un brun autrefois chaleureux, brillaient maintenant d'une lueur surnaturelle, reflet de l'âme ancienne et maléfique qui l'habitait. Elle leva le pinceau ensorcelé, sa pointe luisant d'une lumière malsaine. Lucas, toujours ligoté à sa chaise, sentait la panique monter en lui comme une vague déferlante. Il avait affronté des criminels, des tueurs en série, mais jamais il n'avait été confronté à quelque chose d'aussi inhumain. Son esprit rationnel luttait contre la réalité de ce qu'il voyait, de ce qu'il vivait. Soudain, la porte de la cave vola en éclats dans un fracas assourdissant. Une femme d'une cinquantaine d'années fit irruption dans la pièce, ses cheveux gris en bataille et ses yeux verts brillants d'une détermination farouche. Dans ses mains, elle brandissait ce qui ressemblait à un vieux grimoire, ses pages jaunies par le temps frémissant sous l'effet d'un vent invisible.
Arrête ça immédiatement, Lisa, cria la nouvelle venue, sa voix chargée d'une autorité qui fit même hésiter l'entité possédant Élodie. Élodie se figea, son visage déformé par un mélange de surprise et de colère. Isabelle, siffla-t-elle, sa voix oscillant entre celle d'Élodie et une autre, plus ancienne et plus cruelle. Comment as-tu osé venir ici? Lucas, toujours ligoté, observait la scène avec un mélange de confusion et d'espoir. Qui était cette femme qui semblait tenir tête à la créature qui avait pris possession d'Élodie? Qui êtes-vous? Demanda-t-il, sa voix rauque après des heures de silence forcé. Sans quitter Élodie des yeux, Isabelle répondit, « Je suis Isabelle Mercier, la mère d'Élodie et la descendante de la famille qui a juré de garder Mona Lisa enfermée dans son tableau. » Cette révélation frappa Lucas comme un coup de poing. La mère d'Élodie? Une famille gardienne d'un secret séculaire? Son monde, déjà ébranlé par les événements de la nuit, semblait s'effondrer un peu plus à chaque seconde. Élodie, ou plutôt Mona Lisa, éclata d'un rire sinistre qui fit trembler les murs de la cave. « Tu arrives trop tard, Isabelle. J'ai presque réuni assez de pouvoir pour me libérer définitivement. Ce policier naïf sera ma dernière œuvre, le sacrifice qui me libérera enfin de ma prison de toile et de pigments. » « Pas si j'ai mon mot à dire, rétorqua Isabelle avec une férocité qui surprit Lucas. Elle ouvrit le grimoire d'un geste vif et commença à réciter une incantation en latin, sa voix s'élevant et s'amplifiant de manière surnaturelle. La réaction fut immédiate et violente. La pièce se mit à trembler comme sous l'effet d'un séisme. Des objets volaient dans tous les sens, se fracassant contre les murs. Une lumière aveuglante émana du corps d'Élodie, si intense que Lucas dut fermer les yeux pour ne pas être aveuglé. « Non » hurla la voix de Mona Lisa, déformée par la rage et la douleur. « Je ne retournerai pas dans cette prison. Pas après tous ces siècles. » Lucas sentit ses liens se desserrer sous l'effet des vibrations qui secouaient la pièce. Saisissant sa chance, il se libéra d'un mouvement brusque et se précipita vers Isabelle, déterminé à l'aider dans son combat contre cette entité maléfique. « Que puis-je faire » cria-t-il pour couvrir le vacarme assourdissant qui emplissait la cave. Isabelle, sans interrompre son incantation, lui tendit un médaillon ancien. « Mettez ça autour du cou d'Élodie » hurla-t-elle entre deux phrases en latin. C'est le seul moyen de séparer son âme de celle de Mona Lisa. Lucas n'hésita pas une seconde. Malgré la tempête surnaturelle qui faisait rage dans la cave, il se jeta sur Élodie. Le corps de la jeune femme irradiait une chaleur intense, presque insupportable. Ses yeux, entièrement noirs, le fixaient avec une haine millénaire. « Tu ne peux pas nous séparer » rugit la voix de Mona Lisa. « Nous sommes une. Je suis elle, et elle est moi. » Mais Lucas ne se laissa pas intimider. Dans un effort surhumain, esquivant les attaques frénétiques d'Élodie Mona Lisa, il réussit à lui passer le médaillon autour du cou. L'effet fut instantané et spectaculaire. Un cri déchirant emplit la pièce, si puissant que Lucas crut que ses tympans allaient éclater. Une forme spectrale, à mi-chemin entre une femme et une créature cauchemardesque, s'arracha du corps d'Élodie. Elle tourbillonna furieusement dans la pièce, ses hurlements de rage et de frustration faisant trembler les fondations même de la maison. Puis, comme aspirée par une force invisible, la forme spectrale fut projetée vers le tableau de la Joconde qui était apparu mystérieusement sur le mur. Dans un dernier hurlement de défaite, Mona Lisa disparut dans la toile, le fameux sourire énigmatique retrouvant sa place sur le visage peint. Le silence retomba brusquement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. La tempête surnaturelle cessa, laissant la cave dans un état de chaos indescriptible. Élodie s'effondra dans les bras de Lucas, inconsciente mais vivante. Isabelle s'approcha, épuisée mais soulagée. « C'est fini » murmura-t-elle, posant une main tremblante sur le front de sa fille. Pour l'instant. Lucas regarda le tableau de la Joconde, où le fameux sourire énigmatique semblait plus mystérieux que jamais. Il savait que cette nuit avait changé sa vie à jamais. Les secrets du monde étaient bien plus profonds et sombres qu'il ne l'avait jamais imaginé, et il avait le sentiment que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Alors qu'il tenait Élodie dans ses bras, sentant son souffle régulier contre sa poitrine, Lucas réalisa que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Car si Mona Lisa avait été vaincue aujourd'hui, qui savait quels autres secrets et dangers attendaient dans l'ombre, prêts à menacer à nouveau l'équilibre fragile entre notre monde et celui de l'inexplicable? Une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. Et quelque part au fond de lui, malgré la peur et l'incertitude, Lucas sentait une excitation nouvelle naître. Il était prêt à affronter ce nouveau monde, ces nouveaux défis. Avec Isabelle comme guide et Élodie à ses côtés,
il savait qu'il pourrait faire face à tout ce que l'avenir lui réservait. La nuit touchait à sa fin, et avec elle, une page de l'histoire se tournait. Mais une nouvelle, plus mystérieuse et plus dangereuse encore, s'apprêtait à s'écrire. Une semaine s'était écoulée depuis les événements traumatisants de la cave bordelaise. Lucas Moreau était assis dans son bureau au commissariat central de Paris, le regard perdu dans le vague. Devant lui, un dossier marqué « Classé » trônait, contenant les rapports officiels de l'affaire de la disparition du gardien du Louvre et de l'enquête qui avait suivi. Des rapports qui ne mentionnaient rien des événements surnaturels qu'il avait vécus. Le bureau de Lucas, habituellement ordonné, reflétait le chaos qui régnait dans son esprit. Des coupures de presse, des photos, des notes griffonnées à la hâte couvraient chaque surface disponible. Au mur, le tableau d'enquête qu'il avait méticuleusement constitué semblait désormais incomplet, ne montrant qu'une infime partie de la vérité. Lucas passa une main fatiguée sur son visage mal rasé. Les cernes sous ses yeux témoignaient des nuits agitées qu'il avait passées depuis son retour de Bordeaux. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage transformé d'Élodie, entendait le rire cruel de Mona Lisa, sentait la puissance écrasante de force qu'il ne comprenait pas encore totalement. Le téléphone sonna, le tirant brusquement de ses réflexions. C'était Isabelle Mercier. « Inspecteur Moreau ?» La voix d'Isabelle était calme, mais Lucas pouvait percevoir une tension sous-jacente. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Lucas, se redressant sur sa chaise. « Comment va Élodie ?» Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne avant qu'Isabelle ne réponde. Elle se remet doucement. Les souvenirs de sa possession s'estompent peu à peu. C'est mieux ainsi, je pense. Lucas hocha la tête, même si Isabelle ne pouvait pas le voir. Il comprenait la nécessité de protéger Élodie des horreurs qu'elle avait vécues, mais une partie de lui ne pouvait s'empêcher de se demander si l'oubli était vraiment la meilleure solution. « Et le tableau ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son inquiétude. « En sécurité, » assura Isabelle. « Dans un endroit où Mona Lisa ne pourra plus jamais nuire. Du moins, je l'espère. » Il y eut un moment de silence, lourd de non-dits et de questions sans réponse. Finalement, Isabelle reprit la parole, sa voix empreinte d'une gravité qui fit frissonner Lucas. « Inspecteur. Je sais que ce que vous avez vécu a dû bouleverser votre vision du monde. » Lucas eut un rire amer, se levant pour aller regarder par la fenêtre. La vie à Paris continuait, normale, insouciante. Des gens vaquaient à leurs occupations, ignorant totalement les dangers invisibles qui les entouraient. C'est le moins qu'on puisse dire, admit-il. J'ai l'impression de ne plus savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le monde est plein de mystères, inspecteur, dit doucement Isabelle. Certains sont mieux laissés dans l'ombre. Mais d'autres? Elle laissa sa phrase en suspens, et Lucas comprit le message implicite. Vous pensez qu'il y a d'autres cas comme celui-ci, demanda-t-il, son cœur s'accélérant à cette idée. Je pense que vous êtes un homme bon et courageux, inspecteur Moreau, répondit Isabelle, évitant habilement la question directe. Et que le monde a besoin de gens comme vous pour protéger l'équilibre entre notre réalité et ce qui se cache dans les ombres. Lucas regarda le dossier sur son bureau. Il savait qu'il ne pourrait jamais le classer officiellement. Comment expliquer à ses supérieurs qu'une peinture vieille de 5 siècles avait tenté de s'emparer de l'âme d'une jeune femme? Comment justifier l'absence de preuves tangibles, hormis ses propres souvenirs et ceux d'Isabelle et d'Élodie? Mais il savait aussi qu'il ne pourrait plus jamais voir le monde de la même façon. Les ombres semblaient plus profondes maintenant, cachant peut-être d'autres secrets, d'autres menaces. Et quelque part au fond de lui, malgré la peur et l'incertitude, Lucas sentait une détermination nouvelle naître. « Si jamais vous avez besoin d'aide. » Commença-t-il, laissant sa phrase en suspens. « Je sais où vous trouver, » termina Isabelle, et Lucas put entendre le sourire dans sa voix. « Et sachez que si vous décidez d'explorer davantage ce monde caché, vous aurez des alliés. » Après avoir raccroché, Lucas se leva et s'approcha de la fenêtre. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville d'une lueur dorée qui lui rappela étrangement la lumière surnaturelle qui avait émané d'Élodie cette nuit-là dans la cave. Il pensa à tous ces gens qui vivaient leur vie, inconscients des secrets et des dangers qui les entouraient. « Je serai là, » murmura-t-il, comme une promesse à lui-même et à tous ceux qui, comme Élodie, pourraient un jour avoir besoin de son aide face à l'inexplicable. Car si l'affaire de la Joconde lui avait appris une chose, c'était que derrière chaque sourire énigmatique pouvait se cacher un monde de mystères. Et désormais, Lucas Moreau était prêt à les affronter. Alors qu'il retournait à son bureau, son regard tomba sur une coupure de journal qu'il n'avait pas remarquée auparavant.
Un titre accrocheur annonçait la disparition mystérieuse d'une collection d'art ancien dans un musée de province. Lucas sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une simple coïncidence, ou le début d'une nouvelle affaire aux ramifications surnaturelles? Il saisit son téléphone, prêt à composer le numéro d'Isabelle. Une nouvelle aventure l'attendait peut-être, et cette fois, il serait prêt. Car dans ce monde où l'art pouvait prendre vie et où les légendes devenaient réalité, Lucas Moreau avait trouvé sa véritable vocation, être le gardien de l'équilibre entre deux mondes, protégeant l'humanité des dangers qu'elle ignorait. La nuit tombait sur Paris, et avec elle, le rideau se levait sur un nouveau chapitre de la vie de Lucas. Un chapitre rempli de mystères, de dangers, mais aussi d'une promesse d'aventure comme il n'en avait jamais connue auparavant. Et quelque part, dans les profondeurs de son âme, il savait qu'il était exactement là où il devait être. Fin, ou peut-être, juste le début?